Bonsoir mes amis, nous sommes le vendredi 22 novembre 2019, mais avant de parler de Tepa comme c'est intitulé, un petit mot encore à Wilson qui se fait appeler Ahmed de son nom de famille Pinto. Écoute, tu fais une vidéo où encore une fois tu bottes sur la touche. Tu ne réponds pas aux questions fondamentales que j'ai traitées dans mes vidéos. Tu es démasqué, tu fais des courbettes avec les faux leaders. Tout ce qui t'intéresse, c'est le buzz et le partage. Comment ça se fait que tu es partagé sur le compte de Flyrider jusqu'à aujourd'hui? C'est à ce point-là que tu les inquiètes? Bon, tu dis alors vouloir faire un live avec moi, mais tu poses tes conditions. Et tu crois que moi, je suis à ton service pour venir comme ça, comme tu dis, dans un lieu entre chez moi et chez toi. Non, mais tu te rends compte des fois quand tu parles, il y a vraiment que les moutons pour te croire, hein. Écoute, je vais te le répéter encore. Si tu veux faire un live, c'est chacun chez soi et c'est pas à tes conditions. Maintenant, tu insinues que moi, je peux découper des lives, les truquer, les manipuler, alors que c'est streamé, c'est en live, hein, c'est le principe du direct. Écoute, on fait un live, tu diffuses de ton côté, je diffuse du mien. Maintenant, concernant Tepa, mes amis, vous vous en doutez, mon avis va encore vous surprendre. Peut-être pas tous, hein, parce qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas besoin de moi pour réfléchir et qui s'attendent un petit peu à ce que j'allais vous dire. Concernant Tepa, il est indéniable qu'on peut se reposer sur ses vidéos et son travail, même si il ne l'a pas fait tout seul, hein, si c'était une équipe. Il y a les prises de rendez-vous, il y a la régie, il y a le montage, et puis surtout il y a les enquêtes sur les invités et le choix des questions, la mise en place des différentes notes que vous voyez Tepa consulter. Bien entendu, quand je dis ça, ça n'enlève rien, absolument rien, à la qualité de ses interventions et de son travail. Personnellement, ce que je préférais chez Tepa, c'était sa qualité d'écoute. C'est la chose la plus difficile, mes amis. Tendre l'oreille et attendre, même si des fois on a envie de prendre la parole pour appuyer les propos ou pour amener la contradiction, eh bien, savoir se taire, se retenir, c'est hyper difficile. Parmi l'héritage que nous a laissé MetaTV et Tepa, il y a bien entendu Marc Georges en 4 parties que je vais essayer de vous diffuser sur ma chaîne Mehdi Mnawar Archive. Cette interview comporte d'immenses révélations sur la personnalité de Soral et sur la création et le fonctionnement d'égalité et réconciliation. Mes amis, vous attendez à un mais. Une fois que je vous ai fait cette présentation de la bonne facette de Tepa, moi, Mehdi Mnawar, je ne pense pas que Tepa était un vrai résistant comme je l'entends. Je ne pense pas que Tepa était courageux de l'idée que je me fais du courage. Et je vais vous l'expliquer en une image. Comme vous le savez, Tepa a été impliqué dans l'UPR de Asselino et Tepa a eu la parole le 25 janvier dernier, 2019, face au Premier ministre, entre autres Édouard Philippe, et filmé par les caméras, les médias mainstream de France. Et au-delà, il est passé entre autres sur BFM VC, en direct, micro à la main. Et vous le savez très bien, Tepa ne fait que parler de ça. Les complots, les manipulations, les Illuminati, toutes les théories les plus réelles mais aussi les plus farfelues, il les connaît. Le 11 septembre, la franc-maçonnerie, il le sait, t'es pas tout ça. Et pourtant mes amis, il prend la parole pour un long discours fleuve, un discours upérien uniquement repris de Asselino, un discours creux, un discours totalement creux mes amis, aucune bombe,
aucune révélation. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous laisse avec la vidéo, comme ça vous faites votre propre avis. Et n'oubliez pas, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des résistants. Je suis Patrick Donte. J'ai une question, en fait, comme l'a indiqué le monsieur tout à l'heure. Je pense qu'on ferait mieux de porter ce débat sur des questions qui nous concernent tous. La première chose, c'est peut-être une réflexion sur ce mouvement des Gilets jaunes, et à savoir que pour ce gouvernement, comme pour nous, on devrait en retenir le fait qu'on est face à l'impuissance populaire. C'est-à-dire que on est obligé d'en arriver, vous voyez, à 2 mois ininterrompus, peut-être plus, hein, encore de manifestations pour pouvoir se faire écouter. Ce qui signifie bien qu'il y a à la fois une crise de représentativité dans nos institutions, mais aussi ce que j'appellerais moi une crise de citoyenneté. C'est-à-dire que on voudrait vraiment passer d'un statut de citoyen à électeur, être un peu les acteurs de notre propre destin. Je pense que c'est un peu ça quand même le message de fond qu'on doit retenir des Gilets jaunes et que vous, gouvernement, vous devriez prendre en compte. On a très peu de temps. Donc je n'aurai que 2 questions essentielles à vous poser. La première, puisqu'on parle de finance, on parle de lobby, et là je vais citer Bossuet, vous savez, Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. Depuis tout à l'heure, j'entends des gens qui se parlent, on parle d'impôts, de faire de nouveaux impôts. Moi, vous voyez, je vais vous donner moins chaud, je suis contre toute forme de nouvelles taxes, contre toute forme de nouvel impôt. Bien au contraire, il faut aller au cœur de la machine nucléaire, c'est-à-dire aller vers la création monétaire. Vous, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas l'ignorer, le deuxième poste du budget de la France, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Un joli mot de 9 langues. Or, vous le savez bien, ce service de la dette, ce sont des intérêts qui ont été produits par des banques privées et pour lesquels l'ensemble d'entre nous ici, sans exception, paye. Donc si un jour on veut récupérer notre souveraineté, c'est-à-dire que, puisque souveraineté, moi je ne sépare jamais la souveraineté de la démocratie, parce que démocratie, si c'est le pouvoir du peuple, pour que le peuple puisse avoir son pouvoir, il faut qu'il ait la souveraineté. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc la question essentielle, c'est de revenir à cette souveraineté. Et pour en revenir, évidemment, cela passe par l'abrogation de la loi de 1973, par l'abrogation de l'article 104 du traité de Maastricht, ou de l'article 123 du traité de Lisbonne, qui, vous le savez bien, nous empêche la Banque de France d'avoir son propre financement. Ce qui serait la solution pour, vous voyez, tous ces financements que tout le monde demande pour des EHPAD, pour le service public, etc. Et ma deuxième question, c'est puisque vous, monsieur le Premier ministre, comme votre gouvernement et vos prédécesseurs, vous asséner sans cesse les valeurs de la République. Et donc, les valeurs de la République, ce doit être aussi de reconnaître la volonté du peuple français. Or, ce peuple, il me semble, en 2005, s'est exprimé sur un référendum sur l'Union européenne. L'Union européenne est un sujet fondamental. Aujourd'hui, toutes les lois sont des transcriptions européennes quasiment, à peu de choses près. Vous savez bien que nous sommes unis par des traités qui nous empêchent, puisqu'on a délégué des souverainetés au fur et à mesure à Bruxelles, et donc on est dans une impuissance aussi de ce côté-là. Donc pour que la démocratie soit réellement, et qu'elle soit réelle, monsieur le Premier ministre, faites un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, et qu'il y ait, évidemment, moi je dis vive le Frexit, mais juste pour dire, faites un référendum sur l'Union européenne, et la décision qui sera celle du peuple français, au moins elle portera consensus et on en finira avec les débats. Puisque tout à l'heure on nous a porté quel est l'avenir de la France. Moi je pense que l'avenir de la France, c'est de revenir à sa souveraineté, de redevenir